Bonjour, je m'appelle Farida Khelfa et je vais réagir à des archives de l'INA. Bonjour Farida Khelfa. Bonjour. Vous êtes une icône de la mode, une muse, une comédienne, une réalisatrice, une écrivaine désormais puisque vous venez de publier Une enfance française, l'histoire bouleversante de votre vie. Une Vénitiane, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui viennent de Vénissieux, même si vous habitez à Paris aujourd'hui. Vous êtes aussi une mère et une épouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Je suis une productrice aussi, je produis mes documentaires. Tout à fait, une productrice. Alors pour commencer, vous avez été la muse de Jean-Paul Goude, d'Azzedine Alaïa et aussi de Jean-Paul Gaultier. Écoutez la déclaration d'amour qu'il vous fait dans Aujourd'hui la vie sur Antenne 2 en 1986. J'ai choisi Farida parce que d'une part, c'est une amie, mais aussi c'est parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je trouve très belle. Pour moi, c'est la beauté. Enfin, c'est une forme de beauté. C'est-à-dire que je crois qu'il y a il y a un critère de beauté qui est universellement reconnu, c'est celui de la beauté grecque, avec le profil grec, le nez droit et tout. Mais je crois qu'il y a plein d'autres formes de beauté, et notamment celle de Farida, qui a un profil très intéressant aussi, un très beau nez, une très belle bouche et un menton volontaire. Et je trouve que justement, si vous voulez, elle incarne, pour moi c'est une star, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a plus de stars dans le cinéma, avec des physiques très forts, c'est vraiment très rare, et je crois que maintenant, les stars, on peut en trouver quelques-unes encore dans la rue. C'est un personnage avant tout, ce n'est pas un mannequin, c'est un personnage. Oh, merci Jean-Paul, il est gentil, il est tellement bienveillant. C'est vraiment quelqu'un de profondément gentil, qui m'a beaucoup porté, supporté, dans tous les sens du terme, et qui a toujours été encourageant. Il aime les gens, et il aime les gens différents. Il aime toutes sortes de gens. Il aime les maigres, les gros, les vieux, les jeunes, les enfants, les noirs, les asiatiques, les métissés, Pour lui, c'est ça le monde, et ce qui est la vérité d'ailleurs. Ces défilés reflétaient le monde tel qu'il était, en tout cas Paris tel qu'il est, toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est une ode à l'humanité qu'il fait en fait, à travers ces défilés. Il a mis en avant les minorités, et c'est vraiment quelqu'un qui est très ouvert, et un grand couturier aussi, très grand couturier. Il dit que des personnages, on en trouve, à l'époque, il dit qu'on n'en trouve plus dans le cinéma, qu'on en trouve dans la rue. Où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui, ces personnages, à votre avis ? Je pense qu'on les trouve encore dans la rue. Non, c'est vrai, quelquefois, moi je m'arrête, je regarde des gens, je vois des looks insensés, des têtes incroyables, et c'est pour ça que moi je pense profondément que la mode vient de la rue, toujours. Elle ne vient pas des podiums. C'est des trucs repiqués de la rue que les couturiers ont attrapés et qu'ils subliment. Nous allons maintenant vous regarder danser avec votre ami, le grand couturier Azzedine Alaïa, dans un clip de Jean-Paul Goude. Ça, ce sont de très belles images de Jean-Paul Goude. Je danse dans les bras, Azzedine danse dans mes bras, Azzedine Alaïa, qui était un ami très proche. Et ça, c'est la couverture du livre aussi. Ça s'appelait l'Opéra Farida, c'est Jean-Paul Goude qui a réalisé ça. Et il nous voyait comme un couple idéal. Et nous dansions sur une musique de Férouz. Ça avait été une journée entière. Moi, j'étais plantée dans la jupe. Donc, en fait, quand j'ai enlevé le corset, j'avais la taille ensanglantée. Donc, j'étais vraiment sur un socle. Et Azzedine Alaïa était sur moi. Donc, on se tenait comme ça. Et on a passé la journée à tourner comme ça, avec les derviches autour qui tournaient. Mais c'était envoûtant. C'est en fait... les derviches tournent jusqu'à tomber. C'est une sorte de transe, en fait. Et ça se termine par une publicité, il me semble, pour un parfum qui s'appelait Tib, je crois. Jean-Paul Goude disait toujours que mes cheveux étaient un peu comme de la calligraphie arabe, ces boucles comme ça. Donc, il les avait transformés en nom du parfum. Est-ce que vous aimiez ce métier de manière générale ? Est-ce que vous aimez ce métier de mannequin ? J'aimais pas grand-chose à l'époque. J'étais très réfractaire à tout. Mais en fait, j'étais flattée qu'on me demande de
de travailler. J'étais flattée que Jean-Paul Goude s'intéresse à moi, qu'il ait fait tous ces dessins de moi que je trouve très beaux et très fort et très représentatif, très puissant, quoi. J'adore les dessins de Jean-Paul. Je trouve que c'est un grand dessinateur, c'est un grand artiste. Et là, je sais que je me plains déjà. À ma tête, j'en ai marre. Ça, c'est une des premières photos qu'on a fait ensemble. Ça, c'est une photo pour The Face. Ça, c'est la couverture de Tatler. Les Anglais étaient très intéressés par le mouvement Burr, comme on disait à l'époque, et surtout par les images de Jean-Paul Goude, qui sont des images très puissantes et très fortes. Vous avez vécu les années les plus folles de la mode. Est-ce que la mode vous passionne toujours autant ou est-ce qu'elle vous ennuie un peu plus aujourd'hui? Non, elle me passionne pas. J'ai jamais été très passionnée par la mode, mais j'aime la mode. D'abord, j'ai été happée par la mode très jeune, très vite, et je suis rentrée dans un univers féerique, parce que c'est vrai que la mode est merveilleuse, et belle, et aussi tranchante, assassine, killeuse. C'est vraiment aussi... Parce qu'un jour, vous êtes une star, et le lendemain, vous êtes démodé. Il n'y a rien de plus démodé que quelque chose qui est à la mode. Donc, il faut essayer aussi de résister à la mode, de ne pas être trop dans la mode, pour essayer d'avoir un style propre et pas trop s'engouffrer dans les tendances. Surtout qu'un des procès qui est fait aujourd'hui à la mode, c'est qu'elle provoque parfois une envie d'acheter frénétique chez ses consommateurs. Une envie qui ne date pas d'hier. Regardez, écoutez, ça se passe en 1965 sur l'ORTF, bien sûr. Chaque année, à la même époque, on voit fleurir à la porte des magasins parisiens un mot magique, un mot de 6 lettres qui agit comme un aimant sur la gent féminine, soucieuse de ne jamais laisser échapper une bonne affaire. Et c'est alors que l'on voit se transformer subitement la plus douce des créatures en démon. C'est l'agressivité des femmes tigresses qui se disputent la même proie. C'est pas la peine. Vous appelez 59. Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis après, madame. Non, je regrette, mais c'est moi qui l'ai pris la première. Non, je suis après. Regardez, il y en aura pour tout le monde. Madame, vous venez acheter en solde. Vous pensez qu'il y a une grosse différence de prix? Une très grosse différence. Vous Oui, êtes tous les habituée? ans, tous les ans, je viens et je suis ravie de tout ce que je prends à chaque fois. Et vous pensez que ça vaut la peine de se battre pour ça? Se battre peut-être pas, mais enfin, ça vaut le déplacement. Alors moi, les soldes, je n'ai jamais fait. En fait, j'ai la chance de pouvoir acheter les vêtements au prix fort. Je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'ai fait les soldes, je n'ai jamais pris quelque chose en solde. J'ai toujours pris la nouvelle collection, en fait. Je ne savais pas que déjà dans les années 60, les soldes étaient aussi célèbres. Je pensais que c'était un truc très récent, que ça faisait partie du monde d'aujourd'hui, mais en réalité, ça existe depuis si longtemps. On fait jamais des affaires, contrairement à ce que dit madame. Dans les soldes. En général, ce sont les invendus, ce ne sont pas les meilleures pièces. Et puis aujourd'hui, avec les achats sur Internet, les gens c'est différent. Je pense que on consomme différemment. Mais on consomme beaucoup trop. Beaucoup trop. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une envie frénétique de vous acheter des vêtements, de consommer? Non, frénétique, non, mais une envie. Et en fait, le terme, c'est retail thérapie. C'est genre, le shopping, ça vous soulage de quelque chose. Vous avez des bouffées d'angoisse. Vous achetez une robe ou, je sais pas, un jean ou un sac. Et d'un seul coup, vous êtes calmé. Quelque chose s'est apaisé en vous. Et c'est un vrai phénomène. Donc, où les gens sont très, très angoissés, et vraiment, ils ont des pulsions frénétiques d'achat, ou bien on est tellement saturé d'images, de mode, qu'on a besoin. Mais j'ai jamais eu une envie frénétique. Par exemple, je n'ai jamais compris les gens qui faisaient du shopping entre copines. Je n'ai jamais fait ça. Je veux dire, c'est vraiment... Moi, quand je veux quelque chose de très précis, je vais à l'ouverture de la boutique le lundi matin ou je l'achète en ligne. Mais en général, je préfère l'essayer. Et voilà, quoi. Mais je vais jamais me faire une après-midi shopping. Ça me paraît... Puis c'est un phénomène aussi qui est très polluant. Est-ce que vous êtes sensible à la pollution de l'industrie de la mode? Oui, mais c'est plutôt la fast fashion qui est très polluante. Mais c'est terrible parce que
Ça, c'est des images au Ghana. C'est des images de... Au Ghana, d'une décharge de vêtements. Et où est-ce qu'on met les poubelles de vêtements? C'est au Ghana. Pourquoi au Ghana? Ça, c'est intéressant à savoir. C'est effectivement un vrai sujet, un vrai problème. Les gens consomment trop, on propose trop, mais en même temps, comment faire pour lutter contre ça? Parce qu'effectivement, quand vous avez des fringues à 5 € ou à 10 €, bah, vous les achetez et frénétiquement. Vous pouvez en acheter plein et tout le monde n'a pas les moyens. Et même quand vous pouvez acheter des vêtements chers, vous en achetez d'autres. Donc il y a quelque chose de frénétique dans l'achat de vêtements qui, il me semble, assez nouveau. Mais bon, en même temps, je viens de voir le truc des années 60, donc je ne sais pas si c'est si nouveau que ça ou pas, quoi. J'en sais rien. Dans l'univers de la mode et de l'art en général, il y a la figure de la muse et son pendant, le Pygmalion, qui sont de plus en plus remis en question, décriés. Écoutez ce que disait Salvador Dali de Gala, sa femme, en 1962. Salvador Dali, Gala est le facteur le plus important de votre œuvre. Est-ce vrai? Et pourquoi? Pas Gala seulement, mais je crois que ce qu'on pourrait appeler l'éternel féminin. Je considère que les femmes n'ont aucune possibilité de créer, aucun talent artistique, mais par contre, ils ont un don quasi divin de crétinisation de l'homme. Et dans mon cas, c'est flagrant, puisque Gala m'a totalement crétinisé dans le sens de m'inspirer continuellement ma vie et mon œuvre. Alors c'est marrant parce qu'une femme le crétinise. Il n'était pas crétin au départ et c'est elle qui, en l'inspirant, le crétinise. Donc je ne comprends pas vraiment son discours. Enfin, Dali était un peu spécial, mais je pense que la muse, en tout cas en ce qui concerne Gala, et je pense aux femmes de Picasso et tout ça, sont aussi des artistes. Une muse crée aussi avec un artiste. Elle lui inspire fortement quelque chose et cette image-là est aussi une création du modèle. S'il n'y a pas le modèle, il n'y a pas l'image. Donc il n'y a pas l'image, il n'y a pas de création, donc il n'y a pas d'art. Donc il ne voulait pas se l'avouer, mais en fait, elle l'a beaucoup inspiré et grâce à elle, il a pu continuer parce qu'elle l'a supporté déjà. Il faut les se cogner. Dali, c'est un grand artiste, vraiment un grand peintre, mais très particulier quand même. Donc vous aussi, vous avez été créatrice. Vous avez été muse. Ouais, mon corps défendant, on va dire. Non, je me vois pas tellement comme une créatrice, étonnamment. Gala, je la vois plus dans le travail de Dali. Moi, je me vois pas tellement faire dans le travail, par exemple, de Jean-Paul Goude ou de Jean-Paul Gaultier ou d'Asdine Alaya. Je pense que je leur inspirais quelque chose et qu'ils prenaient quelque chose de moi, sans même que je m'en aperçoive, sans même que j'en sois consciente. Et soudainement, le vêtement prenait forme ou l'image prenait forme. Et je me dis, ah ouais, ça c'est bien vu. Donc oui, c'est un travail commun. Mais je me vois pas tellement comme une artiste. Alors c'est en fréquentant une boîte de nuit que vous avez connu le monde de la mode. Je vous propose de regoûter à l'ambiance du Palace dans les années 80. Chaque soir, près de 1500 personnes se bousculent pour parader. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. C'est le monde de la fête. Je vais ici parce que j'aime bien la musique et puis j'aime bien les gens. Et c'est le seul endroit à Paris où il y a plein de gens. Et ils sont tous différents et c'est fantastique. Ils sont à la fois metteurs en scène, acteurs et spectateurs de leur vie. La nuit au Palace, la promiscuité offre des rencontres d'un soir, mais aussi des contacts professionnels, surtout pour les gens de la mode, dont c'est devenu le QG. Dans l'euphorie de la fête, toutes les expériences sont permises. Les drogues se démocratisent, et pour l'heure, elles sont encore festives. Waouh, ouais. Oui, en fait, le Palace, c'était un endroit où il y avait une grande mixité sociale. C'est-à-dire qu'il y avait la haute société parisienne et française, et aussi la banlieue aussi. Donc Fabrice Emmer, qui était le maître des lieux, avait compris que c'était le mélange de tout ça qui faisait le chic de la boîte et la force de cette boîte de nuit qui est devenue mythique, quoi. Et on voit qu'à l'époque, les gens avaient beaucoup de style. En fait, ils s'habillaient énormément. Ils n'avaient pas des vêtements. Bon, là, on a vu Thierry Mugler avec une de ses muses habillée en Mugler. Il avait habillé aussi les serveurs du Palace.
On voit Karl Lagerfeld, on voit Helmut Berger, on voit tous ces gens mélangés avec des gens de banlieue. Et tout ça faisait vraiment un mélange vraiment intéressant. Mais 1500 personnes chaque soir, ouais. Et un lieu de rencontre aussi professionnel. Oui. Ah, exactement, beaucoup de gens se rencontraient au Palace, la mode était au Palace. Moi, c'est comme ça que j'ai été repérée par Jean-Paul Gaultier. Et en fait, on venait au Palace pour se montrer, mais on faisait nos vêtements, on faisait nos looks. C'était pas du tout comme aujourd'hui, où on est habillé par des maisons de pied en cap. Et là, c'était vraiment... chacun se créait son propre style, quoi. Vous avez été aussi physionomiste, c'est une certaine Edwige. Vous en parlez dans votre livre qui vous a appris le métier. On l'a retrouvé dans les archives. On va l'écouter quelques instants. Parce que j'ai mis mes baskets, il va pas me laisser rentrer. Et vous me rendez compte? Peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, on a des têtes qui leur plaisent pas, sans doute. Edwige, on a vu que des gens étaient refoulés tout à l'heure. Suivant quels critères vous sélectionnez les gens? On n'a pas de critères précis, mais on sait ce qu'on fait. On connaît les gens ou on les connaît pas, c'est tout. C'est-à-dire, si on connaît pas les gens, on les laisse pas entrer. Bon, elle n'était pas aussi dure que ça. C'est pas vrai. Là, elle s'est donné une image. C'était vraiment un personnage une personne très attachante, très, très touchante, qui était à l'époque la reine des punks en France. C'était vraiment, faut savoir qu'elle avait le crâne rasé avec une épingle à nourrice, la jambe tatouée sur toute la longueur. Et c'était vraiment une femme extraordinaire qui avait une énergie folle et un magnétisme de star. Elle rayonnait à l'entrée du Palace et on ne mouftait pas. Si elle disait non, c'était non, quoi. Bon, moi, j'ai eu la chance qu'elle m'accepte tous les soirs, donc voilà. Avant de fréquenter cette boîte de nuit, vous habitiez à Vénissieux, dans la cité des Minguettes, près de Lyon. Je vous propose de regarder 2 reportages sur les lieux qui ont été tournés à 30 ans d'intervalle. Importante visite de chantier hier sur la zone à urbaniser, en priorité des Minguettes. De nombreux représentants des grands organismes et professions du bâtiment ont pu juger de l'état des travaux malgré un temps peu clément. La localisation des Minguettes correspond à un choix précis de localisation entre les zones d'emploi et les zones d'habitation. Elle offre à faible distance de grandes zones industrielles, Saint-Fons, Saint-Priest par exemple, de grandes facilités de liaison, habitat-travail, sans que l'accès au centre de la ville pose un problème particulier. Les Minguettes, sans doute demain, un exemple à suivre dans le domaine de l'urbanisme de base. Pas sûr. Ouais. Là, il y a ma tour qui s'écroule. Ouais. En moins de 8 secondes, démocratie est tombée. Pour la première fois, tout un quartier part en fumée. Ah ouais. C'était les 10 premières tours, construites aux Minguettes dans les années 60. Si c'est la démocratie, c'est pas ça. Moi, j'étais Gaston Mousseau et c'est la 106, mais il me semble qu'il y avait la 106. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que les gens applaudissent. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était un espoir fascinant, en fait, pour nous, les minorités, quand on est arrivé à la ZUP et qu'on a vu ces appartements déjà chauffés, avec la salle de bain, avec une cuisine et un balcon. C'était le super luxe. Donc, quelque chose n'a pas fonctionné dans ces habitats, dans cette manière de parquer les gens, finalement. Ça les a éloignés les uns des autres, au lieu de les rapprocher. Et ça les a divisés. Et ça n'a pas fonctionné. C'était un grand espoir. Moi, je reconnais bien les fenêtres et tout ça, coulissantes, bas des tours. Vous avez assisté à votre tour qui explose, qui s'effondre. Vous avez ressenti quoi sur ce moment? Ça m'a désorientée, on va dire. D'un seul coup, j'ai perdu le nord et le sud. Et non, je me suis dit que c'était une page de tournée. De toute façon, moi, j'étais déjà plus à la ZUP depuis longtemps, que c'était un autre monde pour moi, déjà. Enfin, un autre monde qui m'habitait viscéralement, puisque j'ai grandi là. Mais c'est bien aussi d'aller de l'avant, d'essayer de faire autre chose, de construire autre chose ensemble. Et dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de la pauvreté, de la honte d'être pauvre, beaucoup plus que du racisme, par exemple. Oui, c'est vrai que la honte d'être pauvre est une honte très profonde, parce qu'on sait qu'il y a des vraies différences entre les gens et soi, et que ça, on ne peut pas l'avoir. Et cette phrase, on n'a pas d'argent, je l'ai entendue, mais toute mon enfance.
Ma mère cachait les allocations familiales dans son soutien-gorge de peur que mon père allait les jouer au tiercé ou boire au café. Donc ce sont des femmes qui ont jonglé avec l'argent pendant des années et qui ont vraiment connu la misère. C'est-à-dire que l'Algérie d'après-guerre était vraiment exsangue. Les Arabes mangeaient littéralement des racines, il n'y avait plus rien à manger, c'était vraiment la grande misère. Et donc, j'ai l'impression que cette misère-là m'a été transmise. Je la ressentais profondément en moi. Et c'était effectivement cette honte profonde, ouais. Vous dites aussi que vous appartenez à un pays imaginaire, la Franco-Algérie. Alors, j'ai eu envie de vous faire écouter une chanson qui pourrait presque être un hymne. Douce France, réinterprétée par Rachid Taha et son groupe Carte de séjour dans l'émission Mosaïque en 1986. Aux maisons sages, pour les enfants de mon âge, pour partager mon bonheur. Mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. La douleur, Roya, voilà. Ouais, c'est super, Rachida. Il est lyonnais comme moi, il était de la Croix-Rousse. Je l'aimais beaucoup. C'est un grand artiste. Et comme les grands artistes, il sentait les choses. Et vraiment, c'était une très belle chose que d'avoir repris Douce France et de l'avoir interprété façon rail, en fait. Et ça dit beaucoup de choses de l'époque, en fait. Je pense qu'il y avait d'un seul coup un grand mouvement, des enfants de l'immigration qui étaient la Nouvelle-France. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est curieux qu'en 2024, ce soit encore un sujet. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a besoin de l'immigration. On a besoin des réfugiés. Sinon, la France va s'éteindre doucement et lentement. Les gens ne font plus d'enfants. On a besoin de gens. On a besoin de... Donc, tout ça, c'est l'ordre naturel de la terre et de l'homme et de la survie de l'homme. Et l'immigration, c'est un déracinement, c'est un exil, c'est une grande douleur pour les gens qui font ça. Parce que s'ils font ça, c'est que vraiment, ils sont obligés de faire ça. Personne ne quitterait son pays si ça marchait là-bas, s'il y avait de quoi manger et du travail. Donc, il y a quelque chose de très douloureux dans l'exil et aussi de très fort, parce qu'il faut beaucoup de courage pour quitter son pays, pour aller dans un pays dont on ne parle pas la langue, on ne lit pas et on n'écrit pas. Mon père était analphabète et parlait très mal français. C'est vraiment difficile. Donc, les gens qui sont contre ces mouvements-là, c'est juste une manière de prendre le pouvoir, voilà, de stigmatiser une minorité en disant, voilà, eux, ce sont les ennemis, voilà, il faut les abattre, et après, ça ira beaucoup mieux. Oui, alors, virons-les tous, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Cette chanson, elle nous a fait un peu penser à la polémique actuelle avec Aya Nakamura, avec l'idée qu'elle puisse reprendre Édith Piaf. Vous avez vu le racisme que ça a déclenché? Mais c'est dingue, cette histoire, parce qu'en plus, ils prennent Édith Piaf pour l'image de la France et de la chanteuse française. Édith Piaf, ses grands-parents étaient marocains. Donc, la grand-mère d'Édith Piaf est dans un tableau de Toulouse-Lautrec au musée d'Orsay. Elle était joueuse berbère de derbouka, comme ça, et elle est peinte là-bas au musée. Donc, il ferait un petit peu mieux de s'intéresser à l'histoire et de savoir qu'elle a des origines nord-africaines. Donc, Aya Nakamura, c'est l'artiste française la plus célèbre au monde. Pourquoi aller chercher un problème? Quel est le problème de prendre une artiste pareille, une femme aussi forte et puissante, et qui a vraiment un flow extraordinaire, qui est vraiment une grande chanteuse, quoi. Je veux dire, comment est-ce que ça peut même être un sujet, et comment est-ce que même on peut reporter les paroles de ces gens? Parce que c'est tellement pas intéressant, tellement pas intéressant. Vos idoles ne se trouvent pas seulement du côté de la mode ou des arts. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Frantz Fanon au Congrès international des écrivains et artistes noirs en 1956. Le groupe social asservi, militairement et économiquement, est déshumanisé selon une méthode polydimensionnelle. Exploitation, torture, razzia, racisme, liquidation collective, oppression rationnelle,
se relaient à des niveaux différents pour littéralement faire de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante. Cet homme-objet, sans moyen d'exister, sans raison d'être, est brisé au plus profond de sa substance. Le désir de vivre, de continuer, se fait de plus en plus indécis, de plus en plus fantomatique. C'est à ce stade qu'apparaît le fameux complexe de culpabilité. M. Richard Wright, dans ses premiers romans, en donne une description très détaillée. C'est extraordinaire. Les paroles de Fanon résonnent, mais tellement... Là, la description que vient de faire Fanon, j'ai l'impression qu'il décrit mon père. C'est-à-dire vraiment la déshumanisation de l'homme colonisé, l'homme-objet, l'homme qui n'a plus d'identité, l'homme hystérique aussi, il le dit. Et vraiment, ça a été une grande découverte pour moi parce que Fanon est un grand penseur. C'est un grand homme, vraiment, qui est mort très jeune, trop jeune. Il a incorporé les forces françaises libres à l'âge de 18 ans. Il était persuadé d'être français, blanc. Il a compris qu'il n'était pas blanc et qu'il n'était pas français quand il est arrivé en France et qu'il a été étudié à Lyon en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié à Lyon, qu'il a œuvré pour la révolution algérienne. Donc je me sens mais fondamentalement connectée avec cet homme tellement brillant, qui a compris tellement de choses avant tout le monde et qui a mis... D'ailleurs, Sartre n'y s'est pas trompé. Hein. Il a préfacé Les damnés de la terre, Peau noire et masque blanc. Et Les damnés de la terre sont magnifiques. Et Révolution en 5 ou sur l'Algérie, la guerre d'Algérie est extraordinaire. Et aussi ses rapports, parce qu'il était psychiatre aussi, dans un hôpital psychiatrique à Joinville-Blida, à Blida en fait, en Algérie. Et c'est là où il a compris et il a vu les dégâts de la colonisation sur les autochtones. Et c'est un grand homme qui devrait être panthéonisé. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, vous racontez dans votre livre que votre père vous battait régulièrement. Ce que vous dites, en fait, c'est que c'est en rapport avec le fait d'être un homme colonisé, un homme victime de la... C'est-à-dire que c'est un homme qui était... qui n'était plus homme lui-même. Donc, il se comportait comme quelqu'un de détruit et donc il voulait détruire ce qui était quand même une partie de lui-même, c'est-à-dire ses enfants. Il s'est acharné à ça, même son épouse. Et je ne dis pas tous les colonisés n'ont pas agi comme mon père. Donc ça, c'est aussi... ce sont des stigmates aussi qui sont sur les gens très fragiles. Je pense qu'il était très fragile mentalement. Il avait une santé mentale fragile. Plus l'alcool. Il était alcoolique, donc ça arrange rarement les choses. Ma mère aussi était de santé fragile. Et sur les gens fragiles, la décolonisation, et les hommes en particulier, ne sont plus des hommes, ne se ressentent plus comme des hommes. Donc, à partir de ce moment-là, la porte est ouverte à toutes les misères. Vous parlez aussi beaucoup de votre mère. Vous racontez dans votre livre qu'elle a eu la médaille de la mère méritante pour familles nombreuses. Vous racontez aussi qu'il y avait une forme de paradoxe parce que est-ce qu'elle était si méritante que ça ? Elle n'était pas elle était victime. C'était une femme victime, c'était une femme sous emprise, c'était une femme qui avait abandonné tout, quoi, qui a été mariée très jeune avec un homme ultra violent. C'est facile aujourd'hui de lui jeter la pierre, de dire qu'elle n'a pas été une mère et que... Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on en arrive et qu'on arrive dans un pays étranger, pas forcément accueillant, qu'on est marié avec quelqu'un de ultra violent, je sais pas, c'est difficile Ce livre, c'est pas un livre de ressentiment, de revanche et de choses comme ça. C'est juste un état de fait. Voilà, je dis voilà ce qui s'est passé. Bien sûr qu'ils auraient pu prendre une autre voie, ils auraient pu faire autre chose, mais ils n'en avaient pas la possibilité. Et ce qui est terrible, c'est que si j'avais pas eu cette enfance-là, je ne sais pas quelle aurait été ma vie, en fait, aujourd'hui. Je sais pas où je serais. Et en fait, souvent, c'est les difficultés que vous traversez, la dureté de la vie qui vous fait changer de place et qui vous oblige à trouver une autre place qui vous sied mieux. Voilà. C'est le moment pour moi d'arrêter de vous poser des questions et de vous laisser choisir qui va vous poser la dernière entre Denise Glaser, Léon Zitrone, Christine Ockrent et Jean-Louis Servan-Schreiber. Je vais prendre Denise Glaser. Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez répondre ? Ah, bah, pas beaucoup.
C'est difficile de répondre à des questions. C'est pour moi un exercice très difficile parce que je ne sais jamais comment répondre. Et la question vous questionne. Alors, quand on a un questionnement en direct, c'est difficile de dire quelque chose qui se tienne et bon, j'improvise. Mais voilà. Merci beaucoup, Farida Khelfa. Merci.